Cette vidéo est une analyse détaillée des origines ethniques, culturelles, linguistiques et géographiques des peuples algériens, tunisiens, marocains ainsi que du monde arabe en général. Cette analyse inclura une exploration des éléments historiques, des migrations anciennes, de la diversité linguistique, arabe, amazigh, etc., ainsi que de l'influence des conquêtes et échanges culturels. Origines des peuples algériens, tunisiens, marocains et arabes. Introduction. Le Maghreb, c'est-à-dire l'Algérie, la Tunisie et le Maroc, possède une histoire et une identité riche résultant d'un métissage multimillénaire. Peuples autochtones d'Afrique du Nord, les Berbères, Amazigh, en forment le socle initial, mais la région a vu se succéder de nombreuses influences. Colonisation phénicienne et romaine dans l'Antiquité, conquête arabo-musulmane médiévale, immigration de tribus arabes nomades, domination ottomane, puis colonisation européenne à l'époque moderne. Chacun de ces apports a contribué à forger les identités algériennes, tunisiennes et marocaines actuelles, à la fois singulières et étroitement liées par une langue et une culture commune en grande partie arabe. Par ailleurs, ces pays s'inscrivent dans le monde arabe au sens large, c'est-à-dire l'ensemble des nations unies par l'usage de la langue arabe et un héritage civilisationnel arabo-musulman, tout en présentant d'importantes diversités internes. Le rapport ci-dessous examine successivement ces différentes dimensions. Origine ethnique, aspect culturel, aspect linguistique, dimension géographique et enfin la notion de monde arabe. Origines ethniques du Maghreb, Algérie, Tunisie, Maroc. Les populations du Maghreb actuel sont le fruit d'un long processus historique de migration et de métissage. On peut en retracer les grandes étapes chronologiques comme suit. Peuples autochtones pré-arabes. Les Berbères, autodénomination imazighen, présents depuis la préhistoire, sont les habitants originels de l'Afrique du Nord. Dans l'Antiquité, les auteurs gréco-romains les désignaient sous divers noms, libyens, numides, mauris, etc., et ils étaient organisés en tribus et royaumes locaux, Massile, Maurétanie, etc. Leur présence s'étendait de l'ouest de l'Égypte jusqu'aux îles Canaries. Ils forment le substrat ethnique principal du Maghreb. Influence phénicienne et punique. À partir du 9e siècle avenue Jésus-Christ, les Phéniciens, venus du Liban actuel, établissent des comptoirs commerciaux sur les côtes nord-africaines, dont Carthage en Tunisie, fondée vers 814 avenue Jésus-Christ. S'ensuit le développement d'une brillante civilisation punique dominée par Carthage. Son influence reste toutefois circonscrite aux zones littorales et ne pénètre pas profondément l'intérieur, où subsistent des royaumes berbères indépendants. Carthage étend son contrôle sur une partie de l'actuelle Tunisie et de l'Algérie, mais finit par entrer en conflit avec Rome. Conquête romaine, 146 avenue Jésus-Christ VE siècle. Carthage est détruite par Rome en 146 avenue Jésus-Christ, qui annexe l'Afrique du Nord côtière à son empire. La Tunisie, Afrique proconsulaire, et le nord-est de l'Algérie deviennent des provinces romaines prospères, tandis que l'actuel Maroc forme le royaume vassal de Maurétanie puis deux provinces, Tingitane à l'ouest, Césarienne à l'est. Les Romains fondent des villes, construisent routes et aqueducs, développent l'agriculture et diffusent le latin et le christianisme dans les centres urbains. Néanmoins, leur contrôle reste limité aux plaines côtières. Les Berbères de l'intérieur, notamment les tribus des zones montagneuses de l'Atlas et de Kabylie, conservent largement leur langue et leurs coutumes, échappant à une romanisation profonde. Ainsi, selon l'historien Sécourtois, le monde berbère ne fut que peu ou pas du tout influencé par Rome. Les autochtones gardèrent leurs lois et usages propres malgré plusieurs siècles de présence romaine. Le christianisme s'implante localement, on compte des évêques berbères tels qu'Augustin d'Hippone, mais coexiste avec les pratiques traditionnelles. Invasion vandale et reprise byzantine, VE 7e siècle. Au déclin de Rome, le Maghreb connaît des incursions de peuples germaniques. Les Vandales envahissent l'Afrique du Nord au VE siècle, ils prennent Carthage en 439 AP. Jésus-Christ, et forment un royaume centré sur l'actuelle Tunisie. Ce dernier s'effondre quand le général byzantin Bélisaire reconquiert Carthage en 533. L'Empire d'Orient, Byzance, ne maintient toutefois qu'un contrôle précaire sur une partie du littoral, essentiellement la Tunisie et l'Est algérien, jusqu'à la fin du 7e siècle. Durant ces périodes troublées, de petits royaumes berbères indépendants subsistent à l'intérieur, et les langues berbères demeurent majoritaires dans toute la région. Conquête arabo-musulmane, 7e-8e siècle. À partir de 647, les armées du califat arabo-musulman, dynastie omeyyade, lancent des expéditions depuis l'Égypte vers l'Ifriqiya, Tunisie. La conquête s'étend sur plusieurs décennies et se heurte à une farouche résistance des Berbères. La reine guerrière Dia, surnommée Kaïna, en Aurès, Algérie, mène ainsi une coalition berbère qui inflige plusieurs revers aux Arabes à la fin du 7e siècle. Finalement, les Omeyyades reprennent Carthage en 698 et vainquent la Kaïna, achevant la conquête du Maghreb vers 708. Les Berbères, d'abord hostiles à l'autorité des nouveaux conquérants, se convertissent progressivement à l'islam au 8e siècle, tout en conservant un statut souvent subordonné vis-à-vis des Arabes au sein du califat. Cette inégalité suscite des révoltes et l'adhésion de nombreux Berbères à des courants dissidents de l'islam.
tels que le kharijisme, pour affirmer leur autonomie. Néanmoins, l'adoption de l'islam s'accompagne de l'introduction de la langue arabe, d'abord comme langue du pouvoir et de la religion. Peu à peu, une partie des Berbères s'arabisent culturellement, surtout dans les zones urbanisées et les plaines, tandis que l'arabe et le berbère coexistent. Dynastie arabo-berbère médiévale, 8 et 15e siècle. À la faveur du relâchement du contrôle du califat oriental, le Maghreb retrouve son autonomie sous des dynasties locales. Fait notable, plusieurs de ces dynasties sont d'origine berbère tout en étant porteuses de la culture arabo-islamique. On peut citer les Idrissides au Maroc, 8 et 9 ES, les Aghlabides puis Fatimides en Ifriqiya, 9 et 10e S, ou plus tard les grands empires berbères islamisés, Almoravides, 11 ES, et Almohades, 12 ES, qui unifient le Maghreb occidental et Al-Andalus, suivi des Hafsides en Tunisie, Mérinides au Maroc et Zianides en Algérie, 13 et 15e siècle. Ces États voient un florissement de la civilisation arabo-andalouse au Maghreb. Développement des arts, de l'architecture, mosquée de Kérouan, Cordoue, Fès, et intégration du Maghreb dans l'ère culturelle islamique classique. Durant cette période, la population reste majoritairement berbérophone dans les campagnes, mais l'arabisation progresse constamment. Un tournant décisif est marqué par l'arrivée, au XI-XIIe siècle, de tribus bédouines arabes nomades venues d'Égypte, notamment les Banu Hilal, Banu Sulem, etc. Ces tribus s'installent dans les plaines du Maghreb central et occidental, y diffusant massivement la langue arabe vernaculaire. Les chroniques rapportent qu'elles ont supplanté les populations locales sur de larges zones. Ainsi, à la fin du Moyen Âge, un véritable mélange arabo-berbère s'est opéré. Si l'élite urbaine se réclame souvent d'ascendance arabe, les Korfa se disant descendants du prophète, la majorité de la population indigène est d'origine berbère mais de culture désormais islamique et en voie d'arabisation. Surtout dans les plaines, l'arabe dialectal devenant langue maternelle dans de nombreuses régions. Période moderne, influence ottomane, 16-18 siècle. À partir du XVIe siècle, le Maghreb intègre l'équilibre géopolitique entre puissances ottomanes et européennes. L'Empire ottoman prend le contrôle de l'Algérie, prise d'Alger en 1516-1520, et de la Tunisie, prise de Tunis en 1574, qui deviennent des provinces autonomes de l'Empire, régence d'Alger, régence de Tunis, gouvernées par des bey ou des sous suzeraineté du sultan. La présence ottomane apporte un afflux limité de population turque, janissaires, administrateurs, qui se mêlent aux autochtones, leurs descendants, les Koulouglis, forment une petite communauté métissée. Si l'aristocratie urbaine d'Alger ou de Tunis adopte certains traits culturels ottomans, vocabulaire turc dans l'administration, architecture des fortifications, costumes, etc., le fond arabo-berbère de la société maghrébine demeure dominant. Le Maroc, de son côté, reste indépendant des Ottomans en raison de la solidité de ses dynasties locales, Saadiens, puis Alaouites dès le XVIIe siècle. Les sultans marocains, tels Mohamed Al-Mansour, repoussent les tentatives d'ingérence des Turcs et maintiennent l'unité du Maroc. Ainsi, à l'aube de la période moderne, le Maghreb se compose de trois entités politiques principales, le Maroc alaouite, la régence d'Alger et la régence de Tunis, la tripolitaine Libye formant une autre régence ottomane, partageant une même base ethnique, mélange arabo-berbère, et religieuse, islam sunnite, avec des variantes locales. Colonisation européenne, 19e-20e siècle. La France conquiert l'Algérie à partir de 1830, prise d'Alger, et transforme le pays en colonie de peuplement pendant 132 ans. Des centaines de milliers de colons européens, français, italiens, espagnols, maltais, s'y installent, tandis que la population autochtone subit une domination brutale. La Tunisie, protectorat français instauré en 1881, et le Maroc, protectorat français en 1912, partagé avec une zone nord sous contrôle espagnol, passe également sous tutelle coloniale européenne. Cette période voit l'introduction massive de la langue française, et dans le nord du Maroc, de l'espagnol, dans l'enseignement, l'administration et la vie économique une influence culturelle durable. Parallèlement, les résistances anticoloniales mobilisent le sentiment national. Chaque pays forge alors une identité nationale moderne en opposition à la colonisation. Le Maroc et la Tunisie retrouvent leur indépendance en 1956, l'Algérie après une guerre de libération en 1962. Les colons européens quittent en grande partie le Maghreb à l'indépendance, mais il en reste un apport génétique et culturel non négligeable. Par exemple, une minorité de personnes d'ascendance mixte euro-maghrébine, l'usage répandu de la langue française, le système éducatif calqué sur le modèle français, etc. Synthèse ethnique. Aujourd'hui, les Algériens, Tunisiens et Marocains sont dans leur grande majorité des métis arabo-berbères, c'est-à-dire les descendants à la fois des anciens berbères et des arabes arrivés au Moyen Âge. Voyageursdumonde.ca. Bien que les identités varient, on estime qu'une part très importante de la population a une origine berbère ancestrale, souvent majoritaire sur le plan génétique, mais que la culture arabe, langue, religion, mode de vie, est prédominante depuis des siècles. Chaque pays compte encore des groupes berbérophones, notamment en Kabylie et Aurès pour l'Algérie, dans le Rif et le Haut Atlas pour le Maroc, voire section linguistique, et conserve des traits culturels amazighes,
cuisine, musique, toponymie, etc., mais l'identité officielle et majoritaire s'est définie comme arabe au cours du dernier millénaire. En somme, le peuplement maghrébin résulte d'une stratification. Un fond amazi ancien, enrichi de diverses couches, puniques, romaines, arabes, turques, européennes, ce qui explique la diversité ethnique du Maghreb contemporain. Cette diversité se reflète par exemple dans la physionomie variée des populations, du type méditerranéen classique aux phénotypes plus moyen-orientaux ou subsahariens dans certaines régions, en raison de contacts avec l'Afrique noire via les routes caravanières et la traite transsaharienne. Néanmoins, une unité s'est forgée autour de la langue arabe et de la religion musulmane, si bien que maghrébins se définissent aujourd'hui comme arabes, au moins culturellement, tout en reconnaissant l'héritage berbère. Aspect culturel et identité, Algérie, Tunisie, Maroc. Les trois pays du Maghreb partagent un socle culturel commun, hérité de l'histoire arabo-islamique, mais possèdent chacun leurs particularités en termes de tradition, de coutumes et d'organisation sociale. Tous trois sont des pays majoritairement musulmans sunnites et rattachés à la civilisation arabo-musulmane, mais l'expression de cette identité diffère légèrement selon les contextes nationaux. Voici un aperçu des traits culturels propres à l'Algérie, à la Tunisie et au Maroc, ainsi que leurs places respectives dans l'ensemble arabe. Algérie. L'Algérie, de par sa vaste étendue et son histoire, offre un visage culturel divers. Cœur de l'ancienne Numidie berbère puis centre de la régence ottomane d'Alger, elle a hérité de traditions à la fois arabo-islamiques, berbères et méditerranéennes. La religion principale est l'islam sunnite de rite malékite, comme dans tout le Maghreb, et l'islam est inscrit comme religion de l'État dans la Constitution. La société algérienne est globalement conservatrice sur le plan religieux, tout en étant marquée par une forte aspiration à la laïcité politique issue de la guerre d'indépendance. Historiquement, l'Algérie a connu un important mouvement soufi, les confréries soufis, Kadiriya, Tijaniya, etc., et le culte des marabouts ont été répandus, en particulier en milieu rural, même si une islamisation plus rigoriste a gagné du terrain à la fin du XXe siècle. Sur le plan des coutumes familiales, l'Algérie reste assez patriarcale, avec une grande importance accordée à la famille étendue et à l'hospitalité. Cependant, le code de la famille a évolué, dernière réforme en 2005, vers plus de droits pour les femmes, bien qu'il maintienne certaines dispositions inspirées de la charia. Culturellement, l'Algérie est le berceau de traditions musicales variées. Le chabi, musique citadine d'Alger, le raï originaire d'Oranie, ouest algérien, qui a connu un succès international, ou encore les musiques kabyles et chaoui, d'expression berbère, très présentes en Kabylie et dans les Aurès. La cuisine algérienne illustre bien le mélange des influences. On y trouve le couscous, plat partagé avec tout le Maghreb, préparé de multiples façons, le méchoui, mouton rôti, et les ragoûts épicés typiques de la cuisine berbéro-arabe, mais aussi des pâtisseries imprégnées de saveurs ottomanes, baklava, dziryet, et des techniques empruntées à la cuisine française, usage de la boulangerie, pâtisserie européenne, etc. Les tenues traditionnelles varient selon les régions. Gandoura et chéchia chez les hommes, robe kabyle ou karakou algérois pour les femmes, sans oublier le burnou, grand manteau de laine, symbole national porté autrefois par l'émir Abdelkader. L'Algérie moderne a également une identité forgée par la lutte anticoloniale. Le récit de la guerre d'Algérie, les valeurs de résistance et de dignité nationale occupent une place centrale dans la culture politique et la mémoire collective. Cette histoire a favorisé un certain nationalisme algérien farouche, distinct de celui des voisins, et une sensibilité à la souveraineté nationale. Dans le monde arabe, l'Algérie occupe une place particulière. C'est un pays arabophone important, par sa population et sa superficie, le plus grand d'Afrique, qui s'est souvent posé en leader du tiers-monde et du non-alignement plutôt que du panarabisme. En effet, après son indépendance en 1962, l'Algérie de Boumedienne s'est alliée aux pays arabes progressistes tout en conservant une politique étrangère très autonome, soutien aux mouvements de libération, etc. Elle s'identifie culturellement à la nation arabe, l'arabe étant la langue nationale dominante, mais avec la reconnaissance récente de son identité amazigh. Depuis 2002, le tamazite, berbère, est langue nationale, et depuis 2016 langue officielle aux côtés de l'arabe. Cette pluralité fait qu'aujourd'hui l'Algérie se définit volontiers comme un pays arabe et berbère, appartenant à la fois au monde arabe et à l'Afrique. Sur la scène culturelle arabe, l'Algérie contribue par sa littérature. Écrivains comme Kateb Yassine, Assia Djebar, Alam Mosteganmi, son cinéma engagé et son patrimoine musical. Elle a accueilli le festival panafricain et des événements culturels arabes, affirmant son rôle de trait d'union entre l'Afrique et le monde arabe. Tunisie. La Tunisie se distingue par son histoire ancienne prestigieuse, Carthage antique, et par son homogénéité relative sur les plans ethniques et linguistiques. La population est en effet très largement arabophone et arabo-berbère, les berbères y ayant été presque totalement arabisés au cours des siècles. Congre-mondial-amazi.org. Seule une minorité très restreinte, quelques villages du sud, comme Douiret, Chenini et l'île de Djerba, parlent encore le berbère en Tunisie, si bien que l'identité tunisienne s'exprime presque exclusivement en arabe. La religion est l'islam sunnite malékite, proclamée religion d'État.
Toutefois, la Tunisie moderne a été marquée par un fort mouvement de sécularisation sous le président Habib Bourguiba, 1957-1987. Dès l'indépendance, le pays adopte un code du statut personnel très progressiste dans le monde musulman, abolition de la polygamie, égalité juridique accrue pour les femmes en 1956. L'éducation des filles est encouragée et la laïcité de l'appareil d'État est affirmée. Cette tradition se poursuit aujourd'hui par une vie sociale relativement libérale. Par exemple, la Tunisie est le seul pays arabe à avoir inscrit l'interdiction explicite de plusieurs dispositions de la charia comme la polygamie. Néanmoins, la société tunisienne reste attachée à l'islam. Les fêtes religieuses rythment le calendrier, le mois de Ramadan est largement observé, et depuis la révolution de 2011 l'expression religieuse s'est même renforcée avec la légalisation de partis islamistes modérés, Ennahda, même si la constitution de 2014 a maintenu un certain équilibre entre islam et modernité, liberté de conscience garantie. Culturellement, la Tunisie a une forte composante méditerranéenne. Sa position au carrefour des civilisations se reflète dans sa cuisine. Épices berbères, harissa pimentés, plats phénico-puniques comme le garum ou pouls qui auraient inspiré l'oja tunisienne, influence turque dans la shakshuka, influence italienne dans les pâtes consommées à Djerba, sans oublier l'omniprésence de l'huile d'olive et des fruits de mer. La musique traditionnelle comprend le malouf, un genre dérivé de la musique arabo-andalouse apportée par les réfugiés andalous au XVe siècle. Les arts tunisiens ont aussi brillé à l'époque contemporaine. Le cinéma tunisien est reconnu pour sa qualité, réalisateurs comme Abderrahmane Sissako ou Moufidat Latli, et la littérature compte des figures comme Abdelwahab Medeb ou Albert Memmi. La Tunisie valorise également son patrimoine antique, sites de Carthage, d'El-Jem et islamique, grande mosquée de Kérouan, première université islamique d'Afrique du Nord. Sur le plan des mœurs, la Tunisie est souvent considérée comme l'une des sociétés arabes les plus ouvertes. Le taux d'alphabétisation y est élevé, la classe moyenne nombreuse, le statut des femmes avancé, femmes très présentes dans les professions libérales et la fonction publique. La révolution de 2011, qui a renversé le régime autoritaire de Ben Ali, a aussi montré une aspiration du peuple tunisien aux libertés publiques et à la démocratie. La Tunisie est d'ailleurs le seul pays du printemps arabe à avoir réussi une transition démocratique durable. Dans le monde arabe, la Tunisie occupe une place discrète mais respectée. C'est un pays de taille modeste, sans ambition hégémonique, qui a souvent joué un rôle de médiateur ou de pionnier réformiste. Tunis a été le siège de la Ligue arabe de 1979 à 1990, lorsque l'Égypte en était suspendue à la suite de la paix avec Israël, un symbole de son engagement panarabe modéré. La Tunisie participe à toutes les instances du monde arabe, Ligue arabe, Organisation de la coopération islamique, et soutient fermement la cause palestinienne, tout en maintenant des politiques intérieures parfois en décalage avec le conservatisme de certains voisins. Par exemple, en 2017, la Tunisie a aboli l'interdiction du mariage des Tunisiennes avec des non-musulmans, une mesure applaudie par les défenseurs des droits humains, mais rare dans le monde arabe. L'identité tunisienne contemporaine se définit volontiers comme arabe et méditerranéenne, avec un accent sur la modernité. Le dialecte arabe tunisien comporte d'ailleurs de nombreux emprunts au français et à l'italien, reflétant cette orientation cosmopolite. En résumé, la Tunisie s'enracine dans le patrimoine arabo-islamique commun, mais apporte au monde arabe l'exemple d'une synthèse entre tradition et modernité, souvent citée en modèle dans la région. Maroc. Le Maroc possède une identité culturelle très riche et distincte, façonnée par sa géographie aux confins de l'Afrique et de l'Europe, et par la continuité millénaire de son État. Surnommé Al-Maghrib al-Aqsa, l'extrême occident, dans le monde arabe, le Maroc a su intégrer diverses influences tout en conservant une forte cohésion interne autour de la monarchie. La société marocaine est décrite comme arabo-berbère. Les berbères du Maroc, rifins, chleux, bérabères du Moyen Atlas, etc., constituent le substrat de la population. On estime qu'environ 40% des Marocains ont pour langue maternelle un dialecte amazigh. Voyageursdumonde.ca. Mais l'arabe dialectal marocain, darija, est la lingua franca comprise par la quasi-totalité des habitants. La religion dominante est l'islam sunnite malékite. Particularité marocaine. Le roi porte le titre de commandeur des croyants, Amir al-Mouminin, ce qui lui confère une légitimité spirituelle en plus de son rôle politique. L'islam marocain est teinté de soufisme, présence de nombreuses confréries soufis, vénération des saints locaux appelés marabouts et de coutumes populaires syncrétiques, bien que le rigorisme religieux ait aussi gagné en influence récente, montée du salafisme, etc. Le Maroc a également cohabité pendant des siècles avec d'importantes communautés juives. Les Juifs du Maroc constituaient jusqu'aux années 1950 l'une des plus grandes populations juives du monde arabe, environ 250 000 en 1950, avant que l'émigration vers Israël et la France ne réduise ce nombre à quelques milliers aujourd'hui. Voyageursdumonde.ca. Il reste néanmoins un patrimoine judéo-marocain vivant, musique judéo-arabe, cuisine spécifique, sanctuaire de saints juifs encore visités. Les traditions marocaines sont fortement enracinées dans le terroir berbère et l'histoire impériale du pays.
Au niveau familial et social, on retrouve comme ailleurs au Maghreb la centralité de la famille, le respect des aînés, l'hospitalité sacrée. Les vêtements traditionnels emblématiques incluent la djellaba, longue robe à capuche portée par les hommes et femmes, le caftan brodé pour les femmes lors des fêtes, le burnou, le tarbouche, chapeau rouge des notables, hérité de l'époque ottomane bien que le Maroc n'ait pas été ottoman. Le Maroc est réputé pour son artisanat d'art. Tapis berbères aux motifs géométriques par tribu, poterie de Fès et Safi, travail du cuir, les fameux babouches et poufs de Marrakech, dinanderies et boiseries, zélige, carreaux de faïence, qui ornent les mosquées et riads. La cuisine marocaine est considérée comme l'une des plus raffinées au monde arabe, combinant épices et saveurs sucrées-salées. Le tagine, ragoût mijoté dans un plat en terre conique, se décline à l'infini, le couscous aux 7 légumes est plat national. Partagé avec les voisins, le méchoui d'agneau, la pastilla, tourte farcie aux pigeons et amandes, d'influence andalouse, en sont d'autres exemples. Le thé à la menthe sucrée est un véritable rituel social au Maroc. Côté musique, le Maroc a préservé la musique arabo-andalouse, appelée halala, tout en développant des genres populaires comme le chabi marocain, la daka marrakchia, ou encore la musique niaoua aux racines africaines, issue des descendants d'esclaves noirs. Les festivités marocaines combinent calendrier musulman et agricole, sans oublier le nouvel an amazi, Yénéyé, généralement fêté le 14 janvier, qui est d'ailleurs devenu jour férié officiel récemment, une reconnaissance de plus de l'amaziguité du pays. Politiquement, le Maroc se caractérise par la continuité de sa monarchie. La dynastie actuelle, les Alaouites, règne depuis le XVIIe siècle et revendique une ascendance chérifienne, descendance du prophète Mahomet. Cette légitimité historique et religieuse a contribué à unir le pays et à intégrer les diverses tribus sous une autorité commune. L'identité marocaine contemporaine se veut ainsi unitaire. Le slogan post-indépendance était « Dieu, la patrie, le roi », tout en embrassant sa pluralité. L'État marocain reconnaît depuis 2011 deux langues officielles, l'arabe et l'amazi, patrimoine commun de tous les Marocains. Voyageursdumonde.ca. Des institutions comme l'IRCAM, Institut royal de la culture amazie, œuvrent à la promotion de la langue berbère. Le Maroc est sans doute le pays du Maghreb où la composante amazie de l'identité est la plus valorisée politiquement. Le roi Mohamed s'y l'a qualifié de « fondamentale pour l'identité marocaine ». Cela n'empêche pas le sentiment d'appartenance arabe d'être très présent également. Le Maroc se considère comme partie intégrante de la Oumma, nation arabe et islamique. Sur la scène du monde arabe, le Maroc joue un rôle actif et modérateur. En tant que royaume stable, il a souvent servi de médiateur dans les conflits, par ex. Organisation de sommets pour la paix au Moyen-Orient, médiation entre factions palestiniennes. Il entretient des relations cordiales avec les monarchies du Golfe, tout en étant géographiquement éloigné du centre du Machrek. Le Maroc a été un pionnier dans la coopération interarabe en Afrique du Nord. Il est à l'initiative de la création de l'Union du Maghreb arabe, UMA, en 1989. fr.wikipedia.org. Organisation malheureusement en sommeil en raison des tensions régionales, notamment avec l'Algérie. L'image du Maroc dans le monde arabe est souvent associée à son patrimoine culturel. Pensez à l'université Al-Qarawiyyin de Fès, l'une des plus anciennes du monde, aux érudits comme Ibn Battuta ou Ibn Rushd Averroès originaire du Maroc historique, et à la tolérance religieuse relative qu'il promeut. Le roi s'est engagé pour un islam du juste milieu, et le pays abrite le siège de Rabat de l'ISESCO, l'UNESCO du monde islamique. Enfin, le Maroc se veut un lien entre l'Afrique et le monde arabe. Il a réintégré en 2017 l'Union africaine et investi beaucoup en Afrique subsaharienne, tout en revendiquant son identité arabo-musulmane. Place globale dans le monde arabe. Pris ensemble, l'Algérie, la Tunisie et le Maroc constituent le Maghreb arabe occidental. Bien qu'éloignés du Machrek, Orient arabe, ils sont considérés comme une composante essentielle du monde arabe, apportant leur propre couleur culturelle, mélange arabo-berbère, influence andalouse et africaine. L'historien Ibn Khaldoun, originaire de Tunis au XIVe siècle, écrivait d'ailleurs que le Maghreb a toujours alterné entre phases d'arabisation, quand il était dominé par des dynasties arabes ou recevant des migrants arabes, et phases de berbérisation, reconquête de pouvoir par des tribus locales, témoignant de cette dualité féconde. Aujourd'hui, chaque État maghrébin entretient à la fois une coopération et une certaine rivalité avec ses voisins du Machrek. Sur le plan culturel, malgré des différences de dialecte et de tradition, tous partagent la langue arabe classique pour communiquer, médias panarabes, littérature et la religion musulmane comme socle éthique commun. fr.wikipedia.org. Le Maghreb a fourni au monde arabe de grands penseurs, Ibn Khaldoun cité, Saint Augustin plus anciennement en Numidie, et continue d'y contribuer par exemple. L'Algérie a longtemps incarné une voix panafricaine et tiers-mondiste dans les sommets arabes, la Tunisie sert de laboratoire en matière de réforme sociale, et le Maroc en matière de diplomatie religieuse. Chacun de ces pays, fier de ses spécificités nationales, se reconnaît néanmoins dans une identité arabe commune, notamment à travers la langue et la référence à l'histoire islamique, ce qui les inscrit pleinement dans la grande famille du monde arabe. Aspect linguistique, arabe, berbère, français. Langue parlée.
L'Afrique du Nord est une région plurilingue où coexistent principalement l'arabe, le berbère, amazigh et les langues héritées de la colonisation, surtout le français. Les trois pays partagent la particularité d'avoir deux registres d'arabe, d'une part l'arabe classique moderne standard, langue officielle de l'administration, des médias nationaux et de l'enseignement formel, très proche dans tous les pays arabes, et d'autre part l'arabe dialectal local, appelé darija au Maroc et en Algérie, derja en Tunisie, qui est la langue maternelle de la majorité de la population dans les échanges quotidiens. Lamiduve.fr. Ces dialectes maghrébins, bien que issus de l'arabe, sont fortement imprégnés de vocabulaire berbère, latin punique ancien et français espagnol moderne selon les régions. Il en résulte un phénomène de diglossie. Les habitants parlent entre eux un arabe dialectal local très différent de l'arabe standard, ce dernier n'étant appris qu'à l'école et utilisé dans les situations formelles, discours officiels, actualités, documents écrits. Par exemple, un Tunisien moyen s'exprimera en tounsi à la maison, mais lira le journal en arabe classique et pourra mélanger du français dans une réunion professionnelle. À côté de l'arabe, les langues amazighes, berbères, continuent d'être parlées par des minorités importantes en Algérie et au Maroc, moins en Tunisie, où elles ont quasiment disparu. Congre-mondial-amazigh.org. Depuis les années 2000, ces langues connaissent une renaissance. Elles ont été reconnues officiellement dans 2 pays sur 3. Enfin, le français reste très présent au Maghreb, comme langue seconde ou tertiaire, du fait du passé colonial, et l'anglais gagne du terrain chez les jeunes instruits en tant que langue internationale. Ce tableau comparatif résume la situation linguistique pour chaque pays. Carte du monde arabe montrant envers les 22 pays où l'arabe est langue officielle dominante, du Maroc à Oman. Ces nations forment la Ligue arabe et rassemblent plus de 430 millions de locuteurs arabophones. Pays statut et langues officielles, langues usuelles de la population, langues étrangères influentes. Algérie arabe, langue nationale et officielle depuis l'indépendance. Tamazigh, berbère, également langue nationale puis officielle depuis 2016. L'arabe littéraire est la langue de l'État, le tamazigh progresse via l'Académie Amazigh créée en 2018. Arabe algérien dialectal, darja, parlé au quotidien par l'écrasante majorité, 70 à 90% de la population. Important continuum de dialectes régionaux imprégnés de berbère, de punique et de termes turcs ou français selon les zones. Langue berbère, regroupée sous tamazigh, parlée par environ 25% des Algériens. Principalement le kabyle, en Kabylie, le chaoui, Aurès, le mozabite, mzab et le touareg, sud-saharien, etc. Ces parlers berbères sont de plus en plus enseignés localement depuis leur officialisation. Français, très répandu comme langue seconde, héritage de la colonisation, l'Algérie est le 2e pays francophone du monde par le nombre de locuteurs. Utilisé dans l'enseignement supérieur, les médias, presse francophone et les affaires, bien que l'État ait mené des politiques d'arabisation poussées, notamment dans l'éducation publique dès les années 1970. Anglais, en progression, introduction en primaire dès 2020, sans détrôner le français. Espagnol, marginal, présent à haut rang et chez certains jeunes. Tunisie arabe, langue officielle unique selon la Constitution. L'arabe littéral est langue de l'administration, de l'école et de la religion. Le berbère n'a pas de statut officiel, non reconnu, et n'est pas enseigné dans le système public. Arabe tunisien dialectal, derja, parlé par la quasi-totalité des Tunisiens en famille et dans la vie courante, environ 99% de la population le maîtrise. Ce dialecte comprend de nombreux emprunts au punique, à l'italien, au français et au turc. Berbère, à peine 0,4% des Tunisiens parlent encore un dialecte berbère en natif. Surtout des personnes âgées dans quelques localités du sud et à Djerba, il est classé sérieusement en danger par l'UNESCO et n'est pas transmis dans le système scolaire. Français, très présent en tant que langue étrangère privilégiée, la Tunisie a été protectorat français. Près des 2/3 des Tunisiens sont francophones à des degrés divers. Le français est la langue principale de l'enseignement supérieur scientifique et du secteur touristique et des affaires. Toutefois, après l'indépendance, la Tunisie a arabisé l'enseignement primaire et secondaire, ce qui fait que seuls 0,2% des Tunisiens ont le français comme langue maternelle. Anglais devient populaire chez les jeunes urbains éduqués, formation bilingue, etc., mais son usage reste inférieur à celui du français dans la société. Maroc arabe et amazigh, 2 langues officielles selon la Constitution de 2011. L'arabe classique, standard, est la langue de l'État et de la scolarisation, tandis que l'amazigh standard unifié est progressivement introduit dans l'enseignement et la vie publique, loi organique de 2019 précisant sa mise en œuvre. Arabe marocain dialectal, darija, parlé en tant que langue maternelle ou courante par 70% des Marocains. Ce dialecte présente des variantes régionales, darija de Casablanca vs dialecte montagnard, etc., mais constitue une koiné nationale compréhensible de tous. Langue berbère, amazigh, parlée en natif par environ 30% des Marocains,
chiffre variant selon les sources, 16% en ne comptant que les monolingues. Voyageursdumonde.ca. Principaux dialectes amaziques du Maroc égale le tachelite, sud-ouest, anti-Atlas, le tamazide du moyen Atlas et le rifin, rif au nord. Depuis l'officialisation, leur visibilité augmente, chaînes TV et radio en tamazite, signalisation bilingue, etc. Beaucoup de Marocains sont bilingues arabe-amazigh. Français, langue étrangère dominante, maîtrisée par l'élite urbaine et de nombreux citoyens, le Maroc est membre de l'OIF. C'est la langue principale des affaires, de l'administration économique et une langue de travail dans l'enseignement supérieur et la diplomatie. Voyageursdumonde.ca. Espagnol. Parlé par une partie de la population du Nord, région de Tanger-Tétouan, ex-zone du protectorat espagnol, et au Sahara occidental, ex-colonie espagnole, globalement 5 millions de locuteurs avec des niveaux divers. Anglais. En progression rapide, encouragé par les autorités comme langue internationale, notamment dans les secteurs du commerce, de la technologie et du tourisme. Remarque, dans les 3 pays, l'alphabet arabe est l'écriture principale, pour l'arabe et parfois pour le berbère au Maroc, Algérie, bien que ce dernier s'écrive aussi en alphabet tifinagh officiel. La cohabitation linguistique est généralement pacifique, mais a pu susciter des débats identitaires. Par exemple en Algérie, la question de la place du français, perçue par certains comme langue du colonisateur, vs. L'arabe a été sensible après l'indépendance, menant à des politiques d'arabisation dans l'administration et l'éducation dès les années 1960-70. De même, la reconnaissance du berbère comme langue officielle est l'aboutissement de décennies de revendications des militants amazigh. Aujourd'hui, on tend vers un modèle de bilinguisme-trilinguisme assumé. Par exemple, un jeune Marocain peut parler darija à la maison, étudier en arabe classique à l'école, suivre ses cours de sciences en français et consommer des médias en anglais tout en connaissant quelques phrases en amazigh s'il est d'origine berbère. Cette richesse linguistique est parfois un défi, notamment dans l'éducation où le passage de l'arabe au français ou vice-versa peut créer des difficultés, mais aussi un atout ouvrant ces sociétés sur le monde. Dimension géographique, l'Afrique du Nord, entre Sahara et Méditerranée. Localisation de l'Afrique du Nord, Maghreb, envers sur le continent africain. Le Maroc, l'Algérie et la Tunisie font partie du continent africain, région Afrique du Nord, tout en étant bordés au nord par la mer Méditerranée qui les sépare de l'Europe. Bien que culturellement rattachés au monde arabo-méditerranéen, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie sont bel et bien des pays africains par leur situation géographique. Sur une carte, ils apparaissent tout au nord du continent africain, formant le Maghreb, mot arabe signifiant Occident ou couchant, c'est-à-dire la frange nord-ouest de l'Afrique. Leur appartenance au continent africain ne fait aucun doute. L'Afrique du Nord s'étend de l'Atlantique, Maroc, jusqu'à la frontière orientale de l'Égypte. Ainsi, le Maroc et l'Algérie, tout comme la Tunisie et la Libye, figurent à la fois dans les ensembles Moyen-Orient-Afrique du Nord, souvent désignés par l'acronyme MENA, et dans l'ensemble africain. Il convient cependant d'expliquer la spécificité géographique de cette région, qui a influencé fortement son histoire et son identité. Premièrement, le Maghreb est délimité au sud par le désert du Sahara, immense étendue aride qui, dès la fin de la préhistoire, vers 3000 avenue Jésus-Christ, s'est agrandie et asséchée au point de constituer une barrière naturelle considérable. Cette barrière saharienne a isolé l'Afrique du Nord des régions subsahariennes pendant des millénaires, limitant les échanges essentiellement aux routes caravanières transsahariennes, commerce de l'or, du sel, des esclaves, qui, bien qu'importantes, restaient périlleuses et relativement peu fréquentes. En conséquence, l'Afrique du Nord s'est historiquement tournée davantage vers le bassin méditerranéen et le Moyen-Orient, au nord et à l'est, que vers le reste de l'Afrique au sud. Cela explique que les civilisations du Maghreb aient été intégrées aux grands empires et réseaux du monde méditerranéen. Colonisation phénicienne depuis le Levant, conquête romaine depuis l'Italie, christianisation par l'Église de Rome, conquête arabe depuis l'Égypte, influence ottomane depuis la Turquie, colonisation française et espagnole depuis l'Europe. À chaque fois, la Méditerranée a servi de pont, tandis que le Sahara formait un rempart, à l'exception notable du trafic caravanier. Cette situation géographique se traduit aussi démographiquement. Plus de 90% de la population du Maghreb est concentrée sur la frange littorale fertile au bord de la Méditerranée ou dans les vallées du Tel, alors que l'intérieur saharien est très faiblement peuplé, oasis clairsemées. En Algérie par exemple, le nord, zone côtière et atlasique, ne représente que 20% du territoire mais abrite la quasi-totalité des habitants, le reste étant le Sahara. Deuxièmement, la proximité de l'Europe a joué un rôle majeur. Le détroit de Gibraltar sépare le Maroc de l'Espagne de seulement 14 km, et la Tunisie n'est qu'à 150 km de la Sicile. Cette proximité a favorisé dès l'Antiquité les échanges humains et culturels. Ainsi, des influences européennes se font sentir de longue date. Les royaumes maures s'inspiraient de Carthage puis de Rome. Plus tard, au XXe siècle, la colonisation européenne. Inversement, l'Afrique du Nord a aussi rayonné vers l'Europe.
Pensons à Al-Andalus, Espagne musulmane médiévale, qui fut colonisée et gouvernée par des dynasties venues du Maghreb, almoravides, almohades, ou à la présence historique de pirates barbaresques en Méditerranée. Cette connexion étroite au monde méditerranéen donne parfois au Maghreb un statut à part aux yeux de certains Africains subsahariens, qui voyaient, à tort ou à raison, l'Afrique du Nord comme plus proche culturellement de l'Orient ou de l'Europe que de l'Afrique noire. Cependant, les choses évoluent. Depuis l'indépendance, les pays maghrébins revendiquent pleinement leur africanité et participent activement aux instances africaines, Union africaine, partenariat économique avec l'Afrique de l'Ouest, etc. Le Maroc, par exemple, a récemment rejoint la CEDEAO, Communauté économique ouest-africaine, en tant que membre observateur et investit massivement en Afrique subsaharienne. L'Algérie et la Tunisie, de même, renforcent leurs liens avec les pays du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. En outre, l'intensification des migrations subsahariennes vers le nord, transit par l'Algérie-Maroc vers l'Europe ou installation de travailleurs d'Afrique de l'Ouest en Algérie, crée de nouveaux ponts humains entre le Maghreb et le reste de l'Afrique. Néanmoins, du point de vue identitaire, les Maghrébins se sentent souvent à part. Ils se décrivent comme nord-africains, avec une double appartenance arabo-africaine. Leur position géographique en fait un carrefour unique, à l'intersection de trois mondes africains, arabes et européens. Le Maghreb a développé une culture métissée et une vocation de trait d'union. Enfin, il faut noter que la géographie interne, montagnes, littoraux, a aussi influencé la répartition culturelle. Les massifs de l'Atlas, Maroc, Algérie, et de l'Aurès, Algérie, ont longtemps servi de refuge aux populations berbères, permettant à la langue et aux traditions amazighes de perdurer plus solidement dans ces zones enclavées, alors que les plaines côtières et intérieures, Oranie, Mitidja, plaine de Kérouan, etc., se sont arabisées plus vite du fait de leur accessibilité. De même, la côte méditerranéenne, ouverte sur le commerce maritime, s'est urbanisée tôt, des cités comme Carthage, Cherchell, Tanger existent depuis l'Antiquité, ce qui a accéléré l'adoption de cultures exogènes, phéniciennes, romaines, puis occidentales. En revanche, l'intérieur stépique ou saharien, isolé, a conservé des modes de vie nomades pastoraux très longtemps. Certains nomades arabes ou berbères du Sahara ne se sont sédentarisés qu'au XXe siècle. Ainsi, la diversité géographique du Maghreb se reflète dans sa diversité humaine. Zones urbaines côtières plus tournées vers la modernité cosmopolite, campagnes montagneuses fières de leur authenticité berbère, tribus du désert vivant en harmonie avec un environnement extrême, etc. Cette mosaïque a forgé le caractère riche et contrasté de la région. En définitive, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie sont africains par nature, méditerranéens par situation et arabes par culture dominante, un triple héritage dont ils tirent leur singularité. Le monde arabe, origine, expansion et diversité interne. Le monde arabe, al-alam al-arabi en arabe, désigne l'ensemble des pays et des peuples qui partagent l'usage de la langue arabe et, dans une large mesure, un héritage culturel lié à la civilisation arabo-musulmane. Géographiquement, il s'étend de l'océan Atlantique, Mauritanie, Maroc, jusqu'au golfe arabo-persique, Oman, golfe arabique, en englobant toute l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient à l'exception notable de la Turquie, de l'Iran et d'Israël. On y compte 22 États souverains membres de la Ligue des États arabes, dite Ligue arabe, fondée en 1945, dont les plus peuplés sont l'Égypte, 105 millions d'Arabes, le Soudan, 45 millions, l'Algérie, 44 millions, et l'Irak, 40 millions. Ces pays sont souvent regroupés en sous-ensembles régionaux. Le Maghreb à l'ouest, Mauritanie, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, le Machrek à l'est, Égypte, Levant, Irak, péninsule arabique, sans oublier la zone de la Corne de l'Afrique, Somalie, Djibouti, Comores, qui est parfois incluse. L'expression « monde arabe » renvoie avant tout à un critère linguistique et culturel plus qu'à une race ou une religion spécifique. Journal.openedition.org. En effet, tous ces pays ne sont pas ethniquement arabes à l'origine. Par exemple, les Égyptiens descendent des anciens Égyptiens, les Marocains des Berbères, les Libanais des Phéniciens, etc., mais ils se sont arabisés au fil du temps et ils comportent des minorités non arabophones, Kurdes, Sud-Soudanais, etc. Ce qui unit le monde arabe, c'est d'abord la langue arabe moderne standard utilisée dans les médias, la littérature, l'éducation et dans une moindre mesure la religion islamique, à 90% sunnite, majoritaire. D'ailleurs, on parle parfois des « nations arabes » pour souligner cette unité culturelle transfrontalière, même si politiquement ces pays sont divisés. Origines historiques. Le concept de monde arabe puise son origine dans l'expansion arabe entamée au 7e siècle avec l'essor de l'islam. À l'aube de l'islam, vers 600 AP. Jésus-Christ, l'arabe était la langue des tribus de la péninsule arabique uniquement. L'avènement du prophète Mahomet et les conquêtes arabes qui suivirent ont entraîné la diffusion rapide de la langue arabe et de la culture islamique du Golfe jusqu'à l'Atlantique en moins d'un siècle. Sous les califats omeyyades et abbassides, le Proche-Orient, la Mésopotamie, la Syrie, la Palestine, l'Égypte et toute l'Afrique du Nord ont été conquis et incorporés dans un même empire, adoptant progressivement l'arabe comme langue administrative et liturgique.
Ce processus d'arabisation fut renforcé au 11-12 ES par l'arrivée de tribus arabes nomades, hilaliens, voire plus haut, en Afrique du Nord, puis plus tard par l'essor du nationalisme arabe au XXe siècle. Cependant, il est important de noter que tous les habitants du monde arabe ne sont pas d'ascendance arabe péninsulaire. La plupart sont les descendants de peuples localement arabisés. Par exemple, les Libanais et Syriens descendent des Cananéens, des Araméens et autres, mais parlent arabe suite à la conquête musulmane. Les Maghrébins descendent majoritairement des Berbères, mais se sont assimilés culturellement aux Arabes. Commons.wikimedia.org Commons.wikimedia.org De même, la langue arabe elle-même comporte des variantes locales très divergentes. Un Irakien et un Marocain ont du mal à se comprendre en dialecte, même si l'arabe littéraire les relie. Malgré ces nuances, l'idée d'un monde arabe unifié s'est renforcée à l'époque moderne à travers le panarabisme, mouvement idéologique cherchant l'unité politique des peuples arabes. Des penseurs comme Nasser en Égypte ou Michel Aflaq, fondateur du parti Ba'ath, ont promu au milieu du XXe siècle la notion d'une seule nation arabe du Golfe à l'Atlantique. Cela a mené à la création de la Ligue arabe en 1945, puis à des éphémères tentatives d'union entre États, République arabe unie entre l'Égypte et la Syrie en 1958 à 61, Fédération de républiques arabes entre Libye et Égypte, Syrie en 1972, etc. Si l'unité politique est restée théorique, l'unité symbolique du monde arabe est bien réelle dans l'imaginaire de ces populations. Par exemple, la cause palestinienne est souvent perçue comme une cause arabe commune transcendant les frontières, de même que les succès d'un pays arabe. Exemple, la qualification d'une équipe de football arabe en finale sont célébrés dans tout le monde arabe, témoignant d'un sentiment d'appartenance partagé. Diversité et sous-ensemble. Malgré la langue et la religion communes, le monde arabe est loin d'être homogène, au contraire, il présente de fortes diversités culturelles, ethniques et historiques qu'il convient de souligner. Journal.openedition.org Journal.openedition.org La distinction la plus évidente est celle évoquée plus haut entre le Mashrek, Orient arabe, et le Maghreb, Occident arabe. Le Mashrek inclut le cœur historique du Moyen-Orient arabe. C'est la terre des civilisations sémitiques anciennes, Akkadiens, Assyriens, Phéniciens, du berceau de l'islam en Arabie, et des villes saintes, la Mecque, Médine, Jérusalem. On y parle des dialectes arabes orientaux relativement proches entre eux, égyptiens, syro-libanais, irakiens, péninsulaires, et on y trouve une influence sociale du tribalisme bédouin plus marquée dans la péninsule arabique. Le Maghreb, lui, comme on l'a vu, a un héritage berbère important, des dialectes arabes fortement divergents. Le maltais et le hassania de Mauritanie en sont des exemples extrêmes, et a subi l'influence européenne plus intensément, colonisation française italienne, proximité de l'Espagne, etc. Ainsi, un Marocain et un Saoudien ont des modes de vie assez différents, même s'ils partagent des références, tout de fait le ramadan, par l'arabe littéraire, etc. D'autres différences transversales traversent le monde arabe. Par exemple, la diversité religieuse. Si environ 90% des Arabes sont musulmans sunnites, il existe des communautés chiites significatives. En Irak, au Liban, dans le Golfe, Bahreïn a même une majorité chiite gouvernée par une monarchie sunnite, ce qui cause des tensions. Des ibadites à Oman et dans le Sahara algérien, Mzab, ainsi que des chrétiens arabes présents de longue date, minorité copte en Égypte. Maronites au Liban, assyro-chaldéens en Irak et Syrie, etc., et même quelques juifs, il reste quelques milliers de juifs au Maroc, Tunisie et en Iran, bien que l'Iran ne soit pas arabe. Ces communautés non musulmanes rappellent que le monde arabe n'est pas synonyme de monde islamique, il y a bien recouvrement majoritaire, mais pas identité parfaite. Il existe aussi des différences politiques notables. Le monde arabe comprend aussi bien des monarchies, Maroc, Jordanie, Arabie Saoudite, États du Golfe, que des républiques, Algérie, Tunisie, Égypte, Syrie, etc., avec des degrés variables d'autoritarisme ou de démocratie. Malheureusement, beaucoup de ces pays ont en commun des déficits démocratiques, pouvoir autoritaire en place depuis des décennies, faible liberté de la presse, corruption élevée. Certains auteurs parlent de « similarités négatives » communes aux pays arabes. Cela n'a toutefois pas empêché des oppositions parfois virulentes entre États arabes. L'histoire contemporaine regorge de conflits ou de rivalités interarabes, guerre du Koweït en 1990-91 où des pays arabes se sont affrontés, rivalité entre blocs modérés pro-occidental menés par l'Arabie saoudite et blocs radical nationalistes menés à l'époque par Nasser puis plus tard par Kadhafi, division sur la guerre civile syrienne, etc. Un dicton illustre ironiquement cette difficulté à s'unir. Les Arabes sont d'accord pour ne jamais être d'accord entre eux. Par exemple, sur la question palestinienne pourtant fédératrice en théorie, il n'est pas rare que les sommets de la Ligue arabe se terminent sans consensus réel ni action concrète, chaque État poursuivant ses propres intérêts. Journal.openedition.org Cette fragmentation politique fait que certains observateurs remettent en question la notion même de monde arabe comme entité cohérente. Malgré tout, il existe une conscience collective arabe très vivace au niveau des populations.
Celle-ci s'exprime par l'intérêt pour une culture partagée, musique arabe, chaînes de télévision transarabes comme MBC ou Al Jazeera regardées du Maroc au Yémen, succès des feuilletons télévisés égyptiens ou des chansons libanaises partout dans le monde arabe, par la fierté d'un patrimoine commun, de Averroès à Adonis en passant par OUM Kaltoum ou Férouz, et par la solidarité spontanée face à certaines causes, le soutien aux Palestiniens, la réaction de rue panarabe lors de la guerre d'Irak. En 2003, etc. L'arabe standard moderne joue un rôle crucial d'unification. Enseigné partout, il permet à un Irakien de lire un journal marocain et aux intellectuels arabes de dialoguer au-delà des barrières dialectales. Enfin, la religion islamique, même si ce n'est pas un critère exclusif car il y a des musulmans non arabes et des arabes non musulmans, fournit une référence spirituelle commune, la langue arabe étant celle du Coran, cela confère un prestige particulier à l'identité arabe dans l'imaginaire du monde musulman. En conclusion, le monde arabe est une notion culturelle regroupant des pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient unis par la langue arabe et un fond civilisationnel commun, né des conquêtes islamiques puis ravivé par le panarabisme. C'est un espace vaste et diversifié, où l'on retrouve des sous-identités, maghrébines, égyptiennes, levantines, péninsulaires, et des minorités variées, de sorte qu'il faut se garder de le croire monolithique. Néanmoins, malgré ces différences, parler d'un monde arabe garde tout son sens pour désigner cette aire géolinguistique particulière, comme on parle de monde francophone ou hispanophone. Algériens, Tunisiens, Marocains s'y rattachent pleinement, tout en revendiquant aussi leur singularité nord-africaine. Le monde arabe d'aujourd'hui s'étend sur 13 millions de kilomètres carrés, compte environ 440 millions d'habitants et constitue un acteur majeur de la scène internationale, notamment via des organisations comme la Ligue arabe ou des forums islamiques. Enfin, le terme « monde arabe » est parfois critiqué au profit de « monde arabo-musulman » ou « nation arabe » par certains, mais au sens où nous l'avons défini, il reste le plus usuel pour décrire cette communauté de pays liés par la langue arabe et la culture islamique malgré leurs multiples particularismes. Analyse courte des identités algériennes, tunisiennes, marocaines et arabes. Algérie. L'Algérie tire son identité d'un double héritage berbère et arabe. La plupart des Algériens descendent des populations amazighes, berbères, autochtones et des Arabes arrivés au 7e siècle. D'autres influences historiques, phéniciennes, romaines, ottomanes, françaises, ont également marqué le pays. La culture algérienne reflète ce métissage. On y retrouve des traditions berbères, exemple. Musique kabyle et arabe, une cuisine emblématique, couscous, tagine, et un patrimoine musical varié, du chabi au rail. La société, majoritairement musulmane, est très attachée à l'hospitalité et aux valeurs familiales. Sur le plan linguistique, l'arabe classique et le tamazigh sont langues officielles, mais dans la vie quotidienne on parle un arabe dialectal, darija, truffé de termes berbères et français. Le français, héritage de la colonisation, reste d'usage courant. Géographiquement, ce pays le plus vaste d'Afrique s'étend de la Méditerranée aux confins du Sahara, ce qui façonne son identité. Un nord littoral tourné vers le monde méditerranéen et un sud désertique où subsistent des cultures nomades, touaregs. La constitution algérienne souligne d'ailleurs l'esprit pluraliste de la nation en définissant l'islam, l'arabité et l'amaziguité comme fondement de l'identité nationale, l'Algérie se revendiquant à la fois terre d'islam, pays arabes, africains et méditerranéens. Tunisie. La Tunisie est à l'origine une terre amazie, berbère, ayant connu l'influence de multiples civilisations. Phéniciens de Carthage, romains, byzantins, avant la conquête arabe musulmane du 7e siècle qui l'arabise et l'islamise durablement. Plus tard, la régence ottomane puis le protectorat français ont également marqué son histoire. Sa culture témoigne de plus de 3 millénaires de métissage. Tradition berbère, encore vivante chez la petite minorité amazigophone du Sud, héritage arabo-musulman dominant, influence andalouse et ottomane, apports européens dans la gastronomie ou le mode de vie. La société, majoritairement arabophone et musulmane, est réputée pour sa tolérance et son ouverture. Linguistiquement, la Tunisie est le pays maghrébin le plus homogène. Quasiment toute la population y parle l'arabe dialectal tunisien et comprend l'arabe classique, langue officielle, tout en pratiquant largement le français. Seule une minorité, au sud, notamment à Djerba, parle encore le berbère. Grâce à son long littoral méditerranéen face à l'Europe et à son arrière-pays saharien, la Tunisie s'affirme depuis l'Antiquité comme un carrefour entre l'Occident, l'Orient et l'Afrique, forgeant une identité à la fois arabe, africaine et méditerranéenne. Maroc. Le Maroc, à l'extrémité nord-ouest de l'Afrique, est lui aussi marqué par le double héritage amazigh, berbère et arabe. Sa population, majoritairement d'ascendance berbère autochtone arabisée au 7e siècle, a ensuite intégré d'autres apports historiques, notamment l'héritage andalou des musulmans et juifs chassés d'Espagne au XVe siècle, puis la colonisation franco-espagnole au XXe siècle. Le pays assume ainsi une identité plurielle à la fois arabo-islamique et amazigh, enrichie d'influences africaines, andalouses et hébraïques. Sa culture est fondamentalement arabo-berbère et imprégnée d'islam, mais elle se décline en expressions régionales variées.
influence andalouse dans la musique et l'architecture, tradition berbère locale, tout en intégrant l'apport du français dans les villes. La cuisine marocaine, couscous, tagine, thé à la menthe, illustre ce patrimoine. Sur le plan linguistique, l'arabe et l'amazi sont les langues officielles. Depuis 2011, l'arabe dialectal, darija, demeure la langue maternelle prédominante, tandis que diverses communautés parlent encore leurs dialectes berbères régionaux. data.over-blog-kiwi.com. Le français, hérité du protectorat, conserve un rôle important dans l'enseignement et l'administration, et l'espagnol subsiste dans le nord. Bordé par la Méditerranée et l'Atlantique, le Maroc s'est affirmé comme un carrefour entre l'Afrique et l'Occident. Il présente une forte diversité interne, mais il tire son unité d'un socle historique et culturel commun, arabo-berbère et musulman. Monde arabe. Le monde arabe désigne l'ensemble des pays où la langue arabe, la culture et l'héritage arabo-musulman sont partagés. Il s'étend de l'Atlantique, Maghreb, au Golfe arabo-persique, englobant une vingtaine d'États du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Son origine se situe en Arabie d'où, au 7e siècle, l'expansion de l'islam a diffusé la langue et la civilisation arabe vers de vastes territoires. Au fil des conquêtes arabo-musulmanes, de nombreuses populations du Levant et d'Afrique du Nord ont adopté la langue, la religion et l'identité arabe, formant ainsi une communauté unie par la langue arabe et par l'islam. Cette unité linguistique se manifeste par l'usage d'une même langue écrite, l'arabe classique ou standard, à travers tout le monde arabe, malgré la pluralité des dialectes locaux. L'islam, religion de l'immense majorité des Arabes, constitue également un socle spirituel commun, l'arabe en étant la langue liturgique. Cependant, le monde arabe présente des diversités internes marquées. Toutes les populations arabophones ne partagent pas la même origine ethnique ni la même confession. Il existe d'importantes minorités chrétiennes ainsi que quelques communautés juives ou druzes. Les dialectes arabes, influencés par les langues locales, diffèrent tellement d'une région à l'autre qu'ils ne sont pas mutuellement intelligibles. Ainsi, le monde arabe est à la fois uni par une langue et un héritage commun, et pluriel par ses identités locales. شمي بيض جدي شرق